une grande affaire de cœur. Il y a près de 35 ans, dans mon adolescence, ce grenier était pour moi un véritable refuge, un lieu d'évasion extraordinaire. Un repère de pirates, une île au trésor, le poste de pilotage d'une fusée, un endroit où j'étais le maître absolu. Mais le souvenir le plus tenace entre tous reste celui du sentiment de bonheur que j'éprouvais à la lecture de mes livres préférés, les Bob Moran. Je crois qu'il n'existe pas de plus grand fan que moi de ce grand costaud aux cheveux en brosse, ce pourfendeur d'injustice avec son quota d'aventures, de mystères et d'exotisme porté aux quatre coins de la planète. Pour moi, il était devenu le grand frère, celui qu'on accompagne partout les yeux fermés. Grâce à lui, tout en rêvant, je découvrais le monde. Ligotée à son poteau, face au brasier, Lenny avait atteint le comble de l'horreur. Les hommes léopards tournaient autour d'elle, en brandissant leurs griffes de fer. Elle payait maintenant sa témérité, et elle regrettait amèrement de ne pas avoir écouté les conseils de Bob Moran. Aujourd'hui, après une longue absence, je reviens d'un long voyage où j'ai pu sentir, toucher les vrais décors de ces aventures de papier. Et curieusement, j'ai l'impression que ma passion pour les aventures du commandant Moran n'a pas changé. L'âge n'a pas terni mes souvenirs d'enfant. Mais une grande question me brûle les lèvres. Qui se cache derrière ce grand nom devenu mythique de Bob Moran? Un nom plus petit sans doute, mais quand même le créateur de 180 livres, de 180 raisons d'avoir fait de moi un voyageur. Je tremble presque à l'idée que je vais enfin rencontrer le père de mon héros. À quoi ressemble-t-il ce fabuleux conteur, ce bâtisseur de rêves, cet aventurier de l'imaginaire? Où vit-il? Dans quel décor de rêve? À Paris, qu'est Voltaire, comme Moran? Dans un vieux monastère en ruine? Dans un château médiéval? Non, l'antre du maître est un simple appartement dissimulé au cœur de Bruxelles. Le coffre au trésor est là, le casque du chevalier noir aussi, et même l'épée du paladin. Après toutes ces années, je vais enfin savoir comment cet homme a rencontré Bob Moran. Mais justement, ce vieux monsieur qui a la jeunesse chevillée au corps et vissée dans le regard, n'est-il pas Bob Moran? Je ne suis pas Bob Moran, mais j'aurais voulu l'être, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de chance. Avoir éternellement 33 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis né à Ath, en Belgique. Ath, c'est une petite ville en Wallonie, dans le nord du Hainaut. C'est drôle comment on se forge de fausses idées. J'imaginais sincèrement un berceau cerné de palmiers et plombé d'un soleil tropical. Mais il faut croire que l'imagination se développe mieux sous les toits d'ardoise grises et humides. Ici, j'avais, disons, 1 an. Comme vous voyez, je pensais déjà au sujet de mon premier Bob Moran. Mes parents étaient séparés, ce qui m'a permis de ne pas avoir le carcan familial. Il est vrai que les aventures de Bob Moran me transportaient loin du noyau familial, me donnant peut-être l'illusion d'ouvrir une fenêtre sur autre chose. Là, c'est vers un âge incertain, avec ma grand-mère, que j'ai toujours connue habillée comme ça. À l'époque, d'ailleurs, où les femmes étaient déjà habillées avec des robes à mi-cuisse. Ici, c'était avec mon grand-père, qui avait de belles moustaches. C'était à la foire.
Là, je voulais déjà être aviateur. Mon grand-père me racontait des histoires qui se passaient au Spitzberg, qui se passaient en Afrique. Forcément, ça m'a mis dans une ambiance de voyage, une ambiance exotique, justement, dans le vrai sens du terme. Et je rêvais tout cela, je rêvais. Quand il me décrit la ville de Tournai de son enfance, près de cette simple petite maison blanche qui embrasse l'Escaut du regard, je vois ses yeux qui brillent de ses propres souvenirs d'enfant, de cette cathédrale envoûtante qui respire le passé et qui longeait chaque jour pour se rendre à l'école gardienne. Je pouvais avoir 4-5 ans à l'école gardienne, là, et ça c'était ma petite copine. Comment s'appelait-elle? Elle s'appelait Yvonne. Que est-il devenu Yvonne? J'étais un parfait cancre. Sauf, bien sûr, en littérature, en histoire, mais pour le reste, c'était pas évident. Je ne comprenais pas pourquoi on me faisait aller à l'école, c'était du temps perdu. Et c'était du temps perdu. La première communion en officier de marine, le goût des voyages. Le goût du voyage, bien sûr, qu'il saura si bien me faire partager plus tard grâce à ses livres. Comment ne pas l'avoir dans ce décor austère qui étouffe l'instinct de cet adolescent qui rêve déjà d'évasion et d'aventure. J'étais au collège à Enghien, donc j'ai simplement un souvenir de 4 murs, de prêtres en soutane, un assez mauvais souvenir d'ailleurs. Là, je pouvais avoir 12 ans, 13 ans, je ne sais pas exactement. Mon père avait une grande boucherie, et lorsque j'ai eu 14 ans, âge auquel on pouvait quitter l'école, on s'est dit, puisque notre fils est un cancre, qu'on va le mettre dans la boucherie. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite mis les bouts. Là, j'avais 16 ans, à la salle de boxe. J'avais beaucoup d'amis étrangers, colombiens, russes, iraniens. J'étais à l'Athénée de Mons, où on avait beaucoup de liberté. Là, je me mettais à écrire dans les journaux étudiantins, souvent des choses non conformistes, et ça m'a valu quelques petits rappels à l'ordre. Ne plus supporter le giron parental est somme toute naturel pour un jeune homme à l'imagination fertile, mais de là à fuguer à l'autre bout du monde pour assouvir ses passions, quel exemple! Je sais maintenant à qui ressemble Morane. Il faut dire qu'à 19 ans, j'en paraissais 25 ou 26, ce qui ne veut pas dire que j'en parais 150 maintenant. Et donc, j'avais eu des problèmes avec la famille, j'étais parti, et le plus près était Anvers. J'ai échoué à Anvers dans le quartier du port, et j'ai rencontré cette dame. Par hasard, comme toutes les mauvaises rencontres. Elle était très belle, elle n'était pas si âgée que ça, elle pouvait avoir 30 ans, donc j'ai jamais su son âge exactement. Les Chinoises ont l'avantage de ne jamais être vieilles, sauf très tard. Elle m'entraîne en Chine, oui. J'ai pas résisté d'ailleurs. J'avais derrière moi quand même une grande habitude de l'aventure à travers le livre et un goût de l'aventure. D'ailleurs, je l'ai gardé puisque j'écris des romans d'aventure. Quand on arrivait donc à la concession japonaise, on voyait déjà ces petits monstres japonais pleins de dents et de sourires méprisants. On lisait déjà sur leur visage les 350 000 enterrés vivants de Nankin. Le père de mon héros est discret sur son périple chinois. Il garde jalousement et mystérieusement un secret qu'il laisse enfoui dans ses souvenirs. Sa rencontre avec Madame Lou, qui lui a promis les douceurs parfumées de l'Orient, tourne mal.
Belle et dangereuse, elle appartient en réalité à une triade. Aventure et danger sont partout, mais l'aventure qu'on lit est rarement celle qu'on vit. La déception est au bout de la route. Pour moi qui aujourd'hui traverse souvent la planète, je sais que l'aventure et le voyage font rarement bon ménage. Entre un homme et une femme, ça se termine toujours mal. Et comme c'était une femme qui finalement pouvait être assez dangereuse, bon, moi je me suis taillé, c'est tout. Comme ça s'est terminé mal. Bon, il y a eu des trucs, j'ai cru qu'à un moment, elle avait lancé des gens de la triade derrière moi, mais ça, j'en suis pas certain. C'est l'histoire de la voiture qui vous suit. Tiens, en réalité, c'est un taxi qui cherche sa route. Hein. Les mauvaises aventures deviennent toujours de bons souvenirs quand on les a surmontées. J'ai vécu un cauchemar. Non, je ne crois pas que c'était un cauchemar, parce que les cauchemars, forcément, pour faire un cauchemar, il faut s'endormir, et j'ai pas eu le temps beaucoup de dormir. Quand je suis revenu, c'était avec l'idée de repartir ailleurs. Hein. À ce moment-là, j'ai rencontré ma fiancée, puis il y a eu la guerre. En 1940, c'est la guerre. Les Allemands attaquent la Belgique. À cette époque, je suis en train de faire mon service militaire à Mons exactement, donc ici dans le sud du Hainaut. Et comme nous étions des régiments peu aguerris, nous avons la chance de partir dans le sud de la France, où nous passons environ un mois à attendre. Les panzers de Guderian et de Schmitt écrasent tout sur leur passage. Comme en France, les routes belges sont pleines de ces familles désemparées, jetées par milliers hors de leur foyer, laissant leurs biens derrière eux. Mes parents, eux aussi, sont sur les routes, fuyant les rafales allemandes. À cette époque, j'ai 2 ans. Et même si les souvenirs sont flous, le son des Stuka n'est pas quelque chose que l'on peut oublier facilement. Plus qu'aucune autre génération, nous serons bientôt prêts à recevoir cette littérature d'évasion que le terrain du malheur nous préparait. À cette époque, donc, je me suis démobilisé moi-même, je suis rentré en Belgique, qui était occupée par les Allemands. Un long voyage en train à travers toute la France, Paris, tout ça, avec évidemment des arrêts où on nous demandait nos papiers, tout ça, voir les premiers Allemands casqués. À Paris, avec mon ami Gaston Bogart, nous cherchons des amis, eux, que nous ne trouvons pas. Et finalement, c'est Bruxelles, c'est tourné pour moi. Je retrouvais ma fiancée et je me marie avec elle, donc, je pense, en septembre de cette année-là. Je me suis marié à l'église parce que, assez bizarrement, mon beau-père était un très gros diamantaire et n'était pas juif et très chrétien. Moi, je m'en foutais totalement, au contraire, je n'aime pas, je suis plutôt anticlérical, antichrétien, mais bon, quand on aime une fiancée, on ferait tout pour elle, hein. Ma femme habitait un château près de Lierre, une immense propriété. J'aimais beaucoup ce château. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si j'ai pas épousé le château plutôt que la femme. Mais quand la femme m'a quitté, enfin plutôt quand on s'est quitté, le château est parti aussi. Hélas. J'ai divorcé en 1941. Bon, on savait le parcours déjà. Et à ce moment-là, j'ai fait de la résistance. Entre autres choses. À ce moment-là, donc, la guerre se continuait. J'habitais à Anvers, dans le quartier juif notamment, et j'ai assisté, bien sûr, à tous ces rafles, à tout ce mouvement nazi à Anvers à l'époque. Vous savez, la résistance, il ne faut pas croire que c'était l'héroïsme de tous les jours, hein.
La résistance, c'était des petites choses aussi, comme le hasard qu'on mettait bout à bout. Et je suis arrivé paisiblement en 1944 à la Libération, en ayant des petites aventures, mais des petites aventures qui sont toujours été plutôt positives. Henri Verne a habité à Canton et a visité la rivière des Perles dans les années 37-38. Il a visité l'Amérique du Sud. Il a été agent de l'Intelligence Service pendant la guerre. Donc, avant le moment où il est entré en littérature, il était Bob Moran. Et Bob Moran est le reflet d'Henri Verne jeune. En menant ma petite enquête pour débusquer l'ombre tutélaire de Bob Moran, j'ai découvert que Charles de Wisme avait écrit pendant la guerre un livre au titre symbolique, La Porte ouverte. Porte qui, hélas, resta fermée au public, avec seulement 700 exemplaires vendus. Un second roman au titre superbe suivra, un livre noir et nihiliste qui ne ressemble en rien aux aventures de mon héros. En revanche, le journalisme lui sourit, je le comprends. Le journal Week-end, pour lequel il signe un article sur les hommes léopards, voit en lui un conteur ethnologue idéal. Il peut voyager, rôder sa plume, emmagasiner des milliers d'idées. Ses thèmes de prédilection sont déjà ceux de l'aventure, de l'exotisme et de l'étrange. C'est durant cette période qu'il acquiert son formidable sens du titre. Je comprends aujourd'hui, en parcourant ces vieux articles, que la voie royale s'était tracée toute seule et qu'elle menait inexorablement le jeune Charlie vers une rencontre décisive. J'ai connu Bernard Reuvelmans en 1944, donc tout de suite après la fin de la guerre. D'ailleurs, elle n'était pas encore terminée. J'étais journaliste, lui était chanteur de blues, bien que docteur ès sciences, et ensemble, nous parlions des animaux fantastiques, des dinosauriens, de la possibilité d'existence d'animaux préhistoriques dans les jungles d'Afrique. Enfin, on se créerait tout un monde un peu factice, un peu fantastique. Et déjà, il avait l'idée de créer une branche particulière de la science, de la zoologie, qu'il appelait la cryptozoologie, c'est-à-dire la zoologie, la science des animaux cachés. Tout a commencé par une rencontre avec Bernard Reuvelmans, et qui était surtout connu pour moi par ses dimensions scientifiques et par la manière extraordinaire qu'il avait de raconter des choses peu communes, notamment quand il situait l'homme au creux de l'atome et l'homme au milieu des étoiles. Ce sont deux des livres qu'il avait publiés avant que je ne le rencontre et dont j'avais admiré extraordinairement le talent de vulgarisateur. Je suis allé le retrouver à Paris, où j'ai vécu quelques années également comme journaliste. Et là-dessus est venu se créer Jean-Jacques Skellens, se greffer Jean-Jacques Skellens, qui était à l'époque, c'était vers 1953, qui était à l'époque directeur littéraire des éditions Marabout. Et il voulait, pour sa nouvelle collection qui s'appelait Marabout Junior, il voulait quelqu'un qui lui crée un personnage à suite, qui reviendrait régulièrement avec de nouvelles aventures. Il a pensé à Bernard, qu'il connaissait bien puisqu'il passait souvent les vacances avec lui dans le midi de la France, et lui a posé sans doute cette question-là: Bernard, veux-tu faire les aventures de ce personnage? Bernard lui a répondu: je n'ai pas le temps, et puis ce serait de la fantaisie qui n'irait pas avec mon métier de scientifique, mais je connais quelqu'un qui pourrait te faire ça. C'est un bon journaliste, il écrit facilement, il aime l'aventure, il a beaucoup voyagé, c'est un certain Charles de Wisme. Henri Verne est venu me voir au bureau et quand on a commencé à parler du personnage. Alors on l'a édifié, dans l'abstrait bien sûr, mais on a essayé de concrétiser tout ça très fort. Dans quel type d'appartement peut-il vivre? Dans quelle ville? Dans quelle ville, ça, la question ne se posait pas, c'était Paris évidemment. Et qu'était-il? Un agent secret, un espion, un journaliste, un peu tout ça.
Ben, c'est-à-dire, bon, dans le premier, je lui ai mis des yeux gris, des cheveux foncés, grand, costaud, parce qu'il fallait bien le décrire. J'aurais pu choisir blond, je l'ai choisi brun, parce que j'étais brun peut-être. Il fallait tout de même un peu le construire, le cajoler, l'outiller, définir s'il avait des cheveux ras, des cheveux longs, des cheveux blonds, des cheveux bruns. S'il était grand, bon, enfin ça allait un peu de soi. Donc ça n'a pas posé à de grosses discussions. Et comme on s'est dit très vite qu'il fallait que Bob Moran ressemble à Bob Moran et qu'il fallait lui donner malgré tout un visage et des traits qui reviennent, qui soient l'incarnation vraie de ce que nous voulions faire, on a demandé à René Emery, qui était un Suisse, un architecte suisse, de poser pour une série de photos. Je crois que j'ai fait 32 ou 64 photos de lui, dans toutes sortes d'attitudes, brandissant vigoureusement et vaillamment des pousses de bois et des planches pour ressembler à des mitraillettes éventuelles. Mais il était vraiment ce qu'il fallait. Il n'avait pas les cheveux assez drus, ce qui fait qu'il y a eu parfois des hésitations dans l'interprétation qui en a été donnée. Et en réalité, on a demandé tout de même à Henri Verne, parce qu'il était en train de devenir Henri Verne, Charlie Lewis, on lui a demandé tout de même de faire un test. Parce que dès le début, nous nous sommes dit, et je crois que c'était une des questions, une des choses dont tout le reste allait dépendre, une des choses, c'était de faire naître un Bob Moran, un nouveau Bob Moran, tous les 2 mois. Junior paraissait à raison d'un nouveau titre tous les 15 jours. Il n'est pas question d'avoir un héros qui ne soit pas régulier dans tous les sens du terme. Il valait donc mieux que dès le début, on puisse compter là-dessus. C'était un peu infernal, mais nous ne nous en doutions pas, Henri Verne non plus. C'est à ce moment-là qu'on lui a demandé de faire un test, de passer un test, et de nous écrire un livre sur les vainqueurs de l'Everest. C'était l'époque où Hilary Tenzing avait les premiers gravi l'Everest. Donc j'y connaissais rien du tout, moi je connaissais rien à l'Everest, je connais rien à la montagne, d'ailleurs j'ai le vertige. Je suis allé me documenter à gauche à droite, coupures de journaux, vieux bouquins, et j'ai écrit un bouquin sur l'Everest comme si j'y étais allé moi-même. Et au bout de 3 mois, ou même moins, il a écrit Les vainqueurs de l'Everest. On l'a imprimé dardard. On a constaté qu'il était capable d'un rythme soutenu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a conclu qu'il fallait lancer Bob Moran et qu'on pouvait le faire. On a signé un beau contrat et il s'est lancé dans l'aventure, dans le rythme effarant d'un Bob Moran tous les 2 mois. Je l'accepte parce que j'aimais le faire, par besoin d'argent, pas besoin de travailler. Mais je ne pensais jamais que ça allait prendre l'extension que ça a pris par la suite. J'en ai écrit 1, j'en ai écrit 2, j'en ai écrit 3. Je ne pensais jamais que j'allais en écrire 170. Je crois que c'est sorti, si mes souvenirs sont bons, le 16 décembre 1953. On était déjà habitué à voir ces petits livres Marabout Junior dans les vitrines, et tous les jeunes de mon âge à l'époque